Merci, bonjour à tous. Je voudrais dans un premier temps remercier la BOAD pour nous permettre d'être là et de partager un petit peu notre vision de ce que Kofi Diabaté a pu faire ces dernières années justement concernant le sujet. J'aimerais rappeler que c'est une réflexion qui pour nous est globale, elle n'est pas sectorielle, elle n'est pas uniquement liée à l'architecture, elle n'est pas uniquement liée à la durabilité, mais c'est une réflexion d'ensemble. Donc, je voudrais commencer par un petit peu de contexte. Le contexte physique dans lequel nous évoluons est un contexte qui se situe en milieu tropical humide, ce qui veut dire que nous avons des caractéristiques climatiques qui sont très spécifiques. En milieu tropical humide, les premières choses que l'on recherche, c'est avant tout, dans un premier temps, la ventilation traversante, que l'on arrive à obtenir de façon assez facile en ouvrant de chaque côté opposé d'une pièce pour permettre à l'air de circuler. Tout à l'heure, on a parlé de convection, donc de ventilation de toiture, grâce au maire de Cotonou, où on comprend en fait que le fait de ventiler une toiture nous permet de gagner 2-3 degrés à l'intérieur d'un espace. Les toitures nous permettent également de nous protéger de la pluie, du soleil. La végétation également nous permet de faire la même chose. Et le soleil et l'évaporation nous permettent aussi de gagner en température. Tout ceci pour vous dire que ces éléments, en fait, sont des éléments qui nous sont à disposition, qui sont naturels. Et si on les applique dans un principe de construction classique, on arrive véritablement à être durable sans avoir dépensé d'argent. Donc, quelques images croquis pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser la terre, le soleil, la pluie, justement, et la ventilation pour arriver à un confort thermique complètement aisé. Quelques images de réalisation, en fait, qui illustrent ce type d'habitat, où, en réalité, même en utilisant la terre, on arrive à isoler, en utilisant des toitures débordantes, on arrive à se protéger du soleil et de la pluie, et avoir, dans nos environnements, un confort climatique acceptable, et surtout, développer une identité architecturale en fait qui découle de ces endroits-là et de la façon dont on les habite. Alors, au-delà du contexte physique, j'aimerais parler aussi du contexte démographique. Le contexte démographique, en fait, qui est très particulier à ce que nous vivons, surtout en Afrique de l'Ouest en ce moment, où nous avons une explosion démographique. Pour exemple, Abidjan est passé en 40 ans d'à peine 1 million d'habitants à plus de 6 millions aujourd'hui. C'est quelque chose qui a nécessairement une pression sur nos habitats. Là, on voit un Abidjan des années 60 où l'habitat était concerté, développé, avec une vision, comme on a pu faire ces dernières années au Bénin, à Ouedo. Mais on voit que 20, 30, 40 années plus tard, en fait, la démographie nous rattrape. Et quand elle nous rattrape, en fait, elle rattrape aussi notre urbanisme. Les réponses en fait qui ont été données récemment dans nos pays sont des réponses comme celle-ci, en fait, qui, au-delà de produire de la quantité de logements, ne produisent pas d'espace de vie. Ils produisent en fait le mal logement de demain, des cités qui sont bâties sans couvert végétal, sans mixité, sans commerce intégré, sans tertiaire. C'est véritablement des exemples qu'il ne faut pas reproduire. C'est aussi en fait le corollaire de tout ça qui nous amène à des situations comme celle-ci. Ça, c'est la périphérie d'Abidjan, où on voit en fait que la ville se développe en fait en amont des infrastructures et que le couvert d'habitation évolue beaucoup plus vite que les infrastructures ne peuvent suivre. Donc, ces réflexions, en fait, ce constat, en fait, nous a mené à pas mal de réflexions, donc avec mon associé Guillaume Kofi, sur plusieurs sujets. Effectivement, comment produire la ville de demain à la lumière de tout ce que nous avons constaté et tout ce que nous constatons, donc l'explosion démographique, produire de plus en plus de logements. Et il nous était un petit peu difficile de rester spectateurs. Et il y a une quinzaine d'années, nous avons décidé, en fait, pour être actifs, de devenir développeurs et d'éviter d'être dans la posture où on attend que l'État fasse, on attend que les politiques nous encadrent. Et en réalité, si nous-mêmes ne mettons pas la main à la pâte, il sera difficile d'arriver à convaincre. C'est comme ça que nous avons fait ce premier projet qui s'appelle les Résidences Chocolat, qui est un projet qui se voulait avant tout dense, dans un environnement où l'étalement urbain était de mise, Abidjan des années 2010,
où la plupart des gens en fait construisaient sur des parcelles, donc dans les quartiers plus aisés, on va dire une maison sur 1000 mètres carrés, alors que le challenge à ce moment-là, c'était véritablement de densifier pour arriver à contenir la ville et éviter son étalement urbain. Donc ça, évidemment, ce sont des principes de durabilité qui sont quand même assez importants. Plus la ville s'étale, plus le réseau routier, plus les infrastructures sont obligés d'aller loin pour pouvoir la satisfaire. Nous avons construit donc 32 logements sur 1 hectare 100, donc ce qui nous a permis en fait de densifier fortement dans un environnement, comme vous le voyez, où en fait il était de mise d'avoir une villa sur une grande parcelle. Il faut préciser que nous avons commencé en fait par, on va dire, le haut du pavé, justement parce que quand vous êtes architecte et que vous faites la transition pour devenir développeur, vous n'avez pas les moyens en fait de faire des milliers de logements. Donc il est important de démontrer justement par un petit noyau qu'il est possible de faire et chemin faisant pouvoir évoluer vers des ambitions qui sont plus grandes. Ce programme nous a permis en fait de mutualiser. Quand vous avez 32 logements sur 1 hectare 100, en fait, vous mutualisez un certain nombre de commodités. Vous mutualisez, par exemple, le gardiennage, les entretiens de jardin, les entretiens de piscine. Vous mutualisez la production d'énergie alternative, quand, par exemple, vous avez un groupe électrogène. Vous mutualisez la sécurité. Et en réalité, le coût de cette mutualisation est divisé par 32. Ce qui fait que, réellement, en termes de coût d'exploitation, votre logement, en tout cas, bénéficie tout de suite d'une amélioration. Autre sujet avec justement cette mutualisation, c'est le fait de pouvoir vivre en commun, chose qui disparaît de plus en plus dans nos quartiers, où nous avons réussi à développer en fait une esplanade qui permet aux 32 logements de se retrouver dans un espace commun, à l'abri effectivement de l'extérieur, et ceci a permis ces dernières années, en tout cas, de recréer un lien social avec des gens qui se fréquentent et qui se côtoient. Donc, quelques images du lotissement. Évidemment, la végétation, on a réussi à préserver 60% de végétation sur le lotissement, tout en densifiant. Donc, toute chose pour montrer en fait que, effectivement, quand on y met un petit peu d'intelligence et de génie, on arrive à faire des choses avec, finalement, très peu de moyens. Donc ça, c'est un petit peu ce qui a guidé le fait que l'on passe d'architecte à développeur, parce que ça nous a permis aussi d'avoir un impact sur des critères que nous estimions être importants par rapport au développement durable. Évidemment, 32 logements dans une ville qui a besoin de 50 voire 150 000 logements par an, c'est une goutte d'eau dans un océan. Et l'expérience du premier projet nous a permis d'entamer, ou en tout cas de se projeter vers quelque chose d'un peu plus ambitieux, où on a 226 logements. 226 logements vous permettent en réalité de faire un petit peu plus, ça vous permet de mutualiser plus, de commencer à penser au tri sélectif, de penser au traitement des déchets, de pouvoir faire plus de mutualisation, de pouvoir faire plus de mixité. Par exemple, sur ce programme, nous avons inclus du bureau, des maisons de ville, du commerce, des restaurants, des espaces de sport, etc. Donc, ceci, en fait, permet justement d'aborder le sujet du logement avec un esprit beaucoup plus large et beaucoup plus intégré. Parce que parler uniquement de consommation énergétique au niveau des ménages, c'est quelque part relativement limité quand on sait qu'il faut prendre la chose depuis le début, penser à son urbanisme, penser au logement. Par exemple, si vous voyez ces logements qui sont développés à Bata Village, ce sont des logements qui sont principalement basés sur un principe de ventilation traversante. Ça permet effectivement d'avoir des appartements qui sont ouverts de part et d'autre et, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avoir une ventilation qui traverse l'appartement et avoir un confort thermique relativement aisé. Ça permet aussi, par exemple, 226 logements sur un foncier qui est en bordure de lagune, de mutualiser en fait ce bord lagunaire pour les 226 logements, plutôt que, comme on aurait l'habitude, de construire une maison face à la lagune pour son propre plaisir. Là, plutôt que d'avoir un bout de lagune, on a véritablement toute une promenade en bord lagunaire. Ce projet est en construction et en cours de vente actuellement.
Et ça nous permet en fait de mieux comprendre pourquoi il est important de développer à une certaine échelle. Et là, un programme très important, en tout cas dans notre carrière, qui nous a permis justement de développer ce type de concept auquel nous réfléchissions depuis, à une échelle où, en réalité, nous ne pouvions pas nous exprimer si nous restions, en tout cas, développeurs ou architectes tels que nous sommes. C'est le projet dont vous avez certainement entendu parler depuis hier, le projet de 20 000 logements au Bénin, à Ouedo, qui, là encore, justement, par son échelle, nous permet de faire beaucoup plus que ce que l'on peut faire à l'échelle d'un lotissement plus petit. Donc là, on va toucher à des questions comme des questions d'assainissement, on va toucher à des questions comme celle du couvert végétal, on va toucher à des questions comme celle de l'accession à la propriété, toucher à des questions comme celle de l'entretien, du vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on fait un programme de logement à une certaine échelle. Il est autant important d'organiser la gouvernance de ces espaces que de les construire. Donc là, vous voyez quelque part un plan qui décrit un petit peu la stratégie que nous avons appliquée par rapport à Ouedo. Il était important pour nous de maintenir un couvert végétal extrêmement important et aussi de profiter de la topographie du terrain pour pouvoir avoir un assainissement doux avec des noues par endroits. Pouvoir aussi tenir compte de nos habitudes de vie, du fait que dans la ville africaine, les espaces de socialisation, c'est avant tout la rue. Donc, si on ne pense pas à un logement sans penser la rue et les espaces publics, on touche véritablement à ce qui lui permet de fonctionner aisément. Tenir compte effectivement de nos habitudes, le fait que justement, comme je le disais tout à l'heure, la socialisation se fait au travers de la rue, et donc renforcer cette socialisation en permettant des équipements qui justement renforcent cette occupation des espaces communs, comme ici on peut voir dans les jardins, mais aussi du commerce de rue. Quelques exemples un peu plus techniques pour montrer un petit peu comment fonctionne une rue à Ouedo. On a parlé des logements tout à l'heure, mais c'est important aussi de comprendre que la rue est extrêmement importante. Quand on parle de socialisation, ça touche aussi à la largeur des rues, à leur couvert végétal, au fait qu'il faut qu'il soit aisé de pouvoir circuler dans nos rues, qu'il faille avoir des trottoirs d'une certaine dimension. Tous ces éléments sont des éléments qui, effectivement, doivent être pris en compte dans la ville de demain. Quelques images de la première tranche de certains bâtiments construits. Vous pouvez voir qu'on a planté pas mal d'arbres, comme le disait le ministre Donato tout à l'heure, comme disait Achille, où nous allons justement permettre un couvert végétal important. Vous voyez là, les ouvrants qui permettent justement d'avoir cette fameuse ventilation traversante, où on a quasiment 3 mètres par 3 mètres de chaque côté, qui permettent en tout cas un flux d'air et pouvoir contrôler ce flux d'air avec les jalousies, en les fermant et les ouvrant. Donc, quelques images du projet construit. Et c'est un projet qui était véritablement important pour nous parce qu'il nous permet de continuer d'apprendre. Nous, effectivement, ça fait quand même un certain temps qu'on travaille, mais l'apprentissage est quotidien. Et le fait d'être challengé par de nouveaux projets, de nouvelles façons d'imaginer la ville, nous fait continuer d'apprendre. Et là, notamment par rapport à l'échelle. Là, je vais parler un petit peu d'un projet qui nous tient à cœur, qui est le projet des Bras, qui est un projet où, plutôt que de partir en fait de l'idée de la ville nouvelle qui se délocalise, c'est plutôt le village qui se protège par rapport à l'arrivée justement de la ville qui évolue et aura tendance petit à petit, en tout cas, à phagocyter le village et malheureusement à lui donner un aspect de périphérie de ville. Donc pour nous, il était important d'imaginer en fait les ingrédients qui font qu'une ville fonctionne. Et en premier lieu, ces ingrédients aussi, c'est vrai, paradoxal, mais en même temps, c'est tellement logique.
l'ingrédient principal en fait qui permet la création d'une ville, c'est avant tout sa gouvernance et sa culture. Et c'est pour ça qu'il était important de partir pour nous d'un village, parce qu'un village a déjà une gouvernance, un village a déjà sa culture, il a déjà sa façon de gérer ses problématiques. Et le fait récemment, ces dernières années, d'avoir fait pas mal de voyages à l'intérieur de nos pays, m'a permis en fait de réaliser de façon assez logique que tous nos environnements ruraux sont en fait des environnements extrêmement durables. Ils fonctionnent en fonction de la végétation qu'ils ont, des matériaux qu'ils ont, on se soigne avec le bois sacré, on construit avec les matériaux qu'on a et on produit in fine très très peu de déchets. Et c'est important en fait de garder ça en tête quand on se projette dans la ville de demain pour pouvoir comprendre quels sont les ingrédients qui font en fait que nos villages peuvent être durables, en tout cas peut-être de moins en moins avec l'arrivée de la ville, mais s'attacher aux ingrédients qui leur permettent effectivement de continuer cette durabilité. Donc la gouvernance est au centre, mais pas que. Donc la gouvernance, mais aussi la santé, l'alimentation, l'éducation. Et dans un process de créer une nouvelle ville, il est important d'être novateur en fait sur tous ces leviers. Donc le levier d'énergie, le levier quel type d'énergie pour quel type d'environnement, et justement si on parle d'énergie verte, quelle est la manière la plus aisée de développer une énergie en lien avec le territoire où elle s'applique. Donc là où nous on pensait par exemple que le solaire aurait été très efficace dans la zone des Bras, en fait c'est plutôt la biomasse parce qu'on a pas mal de plantations à proximité. Et l'idée c'est que chemin faisant, à chaque problématique en fait qui se crée, qu'elle soit une problématique de santé, une problématique d'éducation, une problématique d'alimentation, on puisse à chaque étape développer en tout cas une ingénierie qui lui correspond en fonction de l'environnement d'où elle est issue. Donc un petit film pour présenter un petit peu ce programme des Bras, présenter surtout sa philosophie. Je ne sais pas si on peut avoir le son. Le projet EBRA a pour objectif d'anticiper le phénomène de croissance urbaine continue que nous rencontrons aujourd'hui dans les grandes métropoles. Cette stratégie d'anticipation vise à éviter une expansion informelle des villes qui ne respectent ni leurs habitants, ni la nature alentour. Malgré sa situation proche des pôles majeurs de la Côte d'Ivoire, comme Abidjan, les habitants d'EBRA entretiennent un fort sentiment d'appartenance au village. Celui-ci s'explique par le système de gouvernance du village qui s'organise autour d'une chefferie coordonnant la vie citoyenne, ainsi que la taille humaine du village. Au cours d'une concertation citoyenne, les habitants et la gouvernance locale, avec le soutien des pouvoirs publics, ont défini une vision de développement pour la localité d'EBRA. Leur vision s'appuie sur la notion de mutualisation des terres et des richesses. La future ville s'étend à échelle humaine afin de conserver le sentiment d'appartenance de ses habitants et de favoriser une mobilité douce, une invitation à habiter autrement. L'ancien village est conservé et s'intègre dans la nouvelle ville. Elle est constituée d'une multiplicité de cellules urbaines avec leur propre centralité en opposition aux villes concentriques qui s'étalent autour d'un seul centre urbain. Pour commencer, le pôle administratif s'adjoindra au système de gouvernance locale. En lien avec la chefferie, une mairie, une préfecture, un poste de police et une caserne de pompiers seront mis en place. Des services de santé, d'éducation, ainsi que des espaces commerciaux, des pôles d'innovation et d'expérimentation seront intégrés au projet. Différents types d'habitations seront aménagés afin de favoriser une mixité sociale et fonctionnelle. Des structures culturelles et de loisirs appuieront l'activité touristique de la ville. Elles favoriseront le développement économique et celui des populations, notamment les jeunes. Des jardins communautaires et des zones agricoles seront implantés au sein de la ville au profit des populations locales. Suivant la stratégie d'urbanisation, des espaces verts thermorégulants seront disséminés dans les pôles dans le respect des croyances locales. Les forêts sacrées sont préservées.
Dans une démarche de limiter les émissions carbone et de préserver la biodiversité, le projet EBRA encourage la mobilité douce à travers la marche à pied, le vélo et les véhicules verts. Le projet de ville modèle d'EBRA a vocation d'insuffler une dynamique d'émulation. La vision à long terme serait un déploiement de ce modèle de nouvelle ville à l'échelle régionale, nationale et internationale. Chaque ville du réseau adaptera une spécialité répondant à un besoin global. Des centres hospitaliers spécialisés, des universités ou encore des industries. EBRA, un terroir, une vision, des hommes, un projet commun. Pour un nouveau modèle de vie et de ville. Au centre de chaque région, des zones de réserve naturelle seront délimitées. Elles joueront le rôle de barrière régulatrice de l'étalement urbain. À terme, l'enjeu sera de déployer ce modèle de nouvelle ville à l'échelle de la croissance démographique pour assurer un développement vertueux et durable. Je vous remercie.